parce que j'étais lecteur de polar, c'est une ambiance, ce sont des personnages, vous n'avez pas forcément des rebondissements, ça ne caracole pas, mais vous êtes immergé dans quelque chose, et à un moment donné, vous pouvez, pour moi, vous êtes cette atmosphère qui est distillée, c'est quelque chose qui vous prend, qui vous happe. Et les mécanismes du thriller, j'ai lu certains thrillers et certains polars, je trouve qu'après, tout s'est mélangé. Et vous avez du thriller qui a pris sur le polar, qui a récupéré cet art, parce qu'il y a un véritable talent dans le polar noir de l'atmosphère, et vous avez dans le polar aussi des rebondissements, vous avez du thriller, ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, je serais bien incapable de vous dire, quand je lis un bouquin, mis à part l'éditeur qui va vous mettre l'étiquette thriller ou l'étiquette polar, si c'est vraiment un thriller ou un polar. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est devenu mélangé. Il y a eu osmose entre les deux genres, et tant mieux, parce qu'il fut une époque où c'était deux genres qui s'ignoraient un petit peu, et aujourd'hui, chacun emprunte à l'autre genre, et ma foi, je trouve ça très positif. Mais à l'origine, le thriller a quand même une caractéristique, parce que sinon il n'aurait pas émergé, ça aurait été bien entendu du roman policier, c'est que dans le thriller, il y a une inversion au démarrage, j'insiste bien, par rapport au roman policier, c'est qu'on ne met pas l'accent sur l'enquêteur, quel qu'il soit, commissaire de police, journaliste, juge d'instruction, au choix, on met l'accent sur l'assassin et le tueur. Et ça, c'est ce qui a changé beaucoup de choses, parce que pendant très longtemps, on s'est dit « Ah, il ne peut pas y avoir de mimétisme de la part des lecteurs par rapport à un tueur et un assassin ». Et puis est arrivé Le Silence des agneaux, à la fois le bouquin et à la fois le film, et là, tout à coup, on s'est aperçu qu'il y avait des millions de gens par le monde qui éprouvaient de la sympathie pour quelqu'un qui dévorait ses semblables. Sauf qu'il le faisait avec classe. Peut-être ça le thriller aussi. Ouais, on a le même phénomène avec Dexter d'ailleurs, hein, qui à l'origine est un livre. Sandrine Colette. Je vais redire ce qui a déjà été dit. En plus, je suis foncièrement anti-étiquette, donc ça a été ma première, enfin peut-être ma seule déception d'ailleurs quand j'ai été publié la première fois, c'est qu'on me colle une étiquette qui est thriller. Alors, à la limite, le nom de collection qui s'appelle Sueur froide est pour moi beaucoup plus parlant. C'est voilà, que ça soit du polar, du thriller. Enfin, je pense qu'on partage tous la même chose là-dessus. L'idée, c'est de donner des sueurs froides, d'en prendre aussi quand on écrit les livres, parce que l'auteur n'est pas à l'abri de ses propres démons, je pense, à ce moment-là. Donc, bon, je pense que voilà, on a dit beaucoup de choses là pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup plus à en dire. Pour moi, le polar, parce que je ne lisais pas de polar avant. Il y avait d'un côté le polar qui supposait une enquête policière et de l'autre côté le reste, qui était du roman noir, du thriller, du suspense, de l'intrigue, de l'horreur, enfin tout était mélangé, donc c'est vrai que moi-même je ne suis pas forcément très au clair. Marie Devoix. Alors je pense effectivement, puisqu'il m'appartient de conclure, qu'en effet, tout a été à peu près dit sur la différence entre les deux genres, et on y lit aussi l'évolution du roman policier à travers les âges. On est parti vraiment du roman d'enquête pur pour arriver aujourd'hui, en passant par le roman social, le roman noir, à des ouvrages qui effectivement ont tous un lien commun, mais qui permet de les classer dans une catégorie plus vaste. Effectivement, on peut trouver un certain nombre d'exemples de polar thriller ou de thriller polar ou de romans d'enquête, avec peut-être un retour à des romans d'enquête tout à fait classiques aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec Sandrine Colette. Et un vent de cendre qui nous plonge dans un milieu très particulier, le milieu viticole, je dirais. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce milieu, Sandrine Colette ? À l'origine, des souvenirs. Puisque je pense que quand on fait ses premiers romans, c'est jamais que le deuxième, on utilise aussi un petit peu de ce qu'on a dans sa besace. Peut-être que c'est plus simple, peut-être qu'il y avait aussi beaucoup de non-dits, beaucoup d'imagination qui nous était venue à l'époque et qu'on n'a jamais exploité. Donc là, c'est un peu l'idée de se dire, mais sapristi, j'ai quand même plein de choses. Voilà, je suis pas juste une entité creuse, j'ai pas besoin de me créer complètement un monde. J'ai de la matière moi-même. Donc déjà, je l'écluse et puis j'avais envie de revenir dessus. Donc moi, j'ai fait les vendanges plusieurs années, ce qui explique un peu le thème et l'environnement de ce roman-là. Et puis, c'est aussi une époque où, enfin, on est jeune hein, quand on les fait quand on est étudiant. Donc on a, à cette époque-là, on avait une certaine innocence, en même temps on avait l'impression de devenir adulte puisqu'il fallait bien qu'on n'ait plus école pour pouvoir les faire, donc on était à la fac, on était dans un vrai changement, un peu tous petits groupes.
Et donc on touchait à de l'interdit, on touchait à l'alcool, il y avait cette ambiance de fête qui fait que bon, on perd un peu la tête, on se bat, on se dispute, on s'insulte, on va chercher un petit peu les limites. Et j'avais envie de revenir en fait sur cette période-là en me disant il y a quelque chose à faire pour ceux qui ont fait les vendanges dans leur vie entre cet univers qui est puissamment festif, vraiment, qui laisse, je pense, à tout le monde des souvenirs comme ça pas seulement de beuverie, hein, des vrais souvenirs de copains, de collectifs, de soleil, presque comme des vacances, mais en plus dur. Et puis de mélanger justement la fête et ce qui va mal tourner, parce qu'il faut quand même être fidèle à ses lignes. Alors justement, certains de vos personnages apprendront que faire les vendanges, ce n'est pas forcément un bon plan. Justement, vos personnages, présentez-les dans quel contexte ils arrivent à cette situation. Il y a un prologue qu'on peut dévoiler parce que c'est lui qui va enclencher tout le livre, un prologue qui se passe 10 ans avant. C'est au sortir d'un mariage, il y a 3 personnages dans une voiture qui rentrent. Il y a Andreas, sa fiancée Laure, et puis Octave qui est l'ami de toujours. Et puis le prologue en fait, se conclut par un accident qui va coûter la vie à Laure et laisser Andreas et Octave mutilés à la fois dans leur corps jusqu'à la fin de leur jour évidemment, et puis et psychologiquement aussi. Et après ce prologue, on les retrouve 10 ans après. Ils se sont repliés en fait dans la propriété d'Andreas, propriété en Champagne. Donc voilà, c'est là qu'on situe le cadre de cette vieille maison un peu sombre, de ces lieux, comme il est dit, dont on sait immédiatement au premier regard que rien de bon ne peut en venir. Et dans cette maison qui est lugubre, qui est peu entretenue, et dans laquelle il y a un homme qui est Octave, qui gère le domaine, et puis un autre, Andreas, qui s'est jamais remis de la mort de sa femme, et qui vit reclus comme une espèce de fantôme au premier étage. Et ben comme chaque année, les vendangeurs arrivent. Les vendangeurs, c'est toujours un mélange de gens du coin qui viennent se faire de l'argent de poche sur des petits salaires. Ça a toujours été un moment important de la vie des pays. Et puis des étudiants qui, eux aussi, viennent se faire de l'argent de poche à ce moment-là. Et donc tout ce joyeux monde déboule et va se heurter à ces deux personnages. Un c'est l'Arlésienne, on ne le voit jamais, et donc les pires rumeurs circulent sur son compte. On dit qu'il est fou, on dit que c'est un loup-garou, on dit qu'il s'est passé plein de choses dans cette maison. Et puis reste Octave, le véritable maître des lieux, qui est en face à face avec les vendangeurs, et dont on sent bien que quelque chose ne tourne pas très rond là-dedans. Et voilà, l'histoire commence avec ça. Et dans ces vendangeurs, il y a un frère et une sœur. Et cette sœur, la jeune Camille, a le malheur de ressembler trait pour trait à la femme d'Andreas qui est morte 10 ans avant dans un accident. N'en disons pas plus sur le livre. Parce qu'il se passe des choses que vous n'imaginez pas, mais toutefois, à travers ce que vous avez dit, on peut déjà avoir une idée du climat du livre, parce que ce qui est particulièrement marquant, c'est ce travail sur le climat. Très vite, après le prologue, on n'est pas bien. On se dit, oulala, c'est pas forcément un lieu très, très sympathique. Sans savoir ce qu'il va se passer, ce qui peut se passer, on est dans une situation de malaise. Comment est-ce que vous avez travaillé ça ? Vous partagez quand même ce travail sur l'atmosphère. Oui, tout à fait. Oui, je pense que, dans mes 2 romans, ça fait partie. Il y a 2 choses fondamentales. La première, c'est la place de la nature, qui est vraiment un personnage à part entière. C'est-à-dire, dans le premier, c'est au fond d'une vallée, au fond d'une forêt, et la forêt prend toute sa dimension hostile et dangereuse. Et là, il s'agit des vignes, et donc on est dehors, on est dans les vendanges, on cueille le raisin avec eux complètement, et donc là-dessus, on est déjà sur de l'ambiance, même si elle est, là pour le coup, elle n'est pas très angoissante. Et ensuite, finalement, je devrais peut-être pas le dire, mais en même temps, ça se voit, dans mes romans, il se passe pas grand-chose. Alors ce que disait Eric tout à l'heure, il ne faut pas forcément des rebondissements les uns après les autres, ben voilà, alors moi là-dessus, pour le coup, je suis forte, je fais pas de rebondissements. Donc, je dirais que l'action est relativement ténue, et ce qui va m'intéresser justement, c'est s'il faut
faire peur, entre guillemets, c'est de le faire grâce à l'ambiance et grâce à la psychologie des personnages. Donc un petit peu, mon idée, ça serait d'écrire un orage qui monte. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe peu de choses. Et comme on dit, c'est menaçant. Mais en même temps, il n'y a rien de dangereux. C'est menaçant, ça se prépare. Et puis, en revanche, ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au moment où ça éclate, ça ravage tout sur son passage. Et ça, c'est une question d'atmosphère. Justement, l'atmosphère, elle serait presque davantage que celle du polar, entre guillemets. On est presque proche de la littérature ou du cinéma d'horreur avec ce livre. Ah non, ça c'est pas vrai. Dans l'atmosphère, tout de même. Enfin, dans ce qu'on appelle le survival, on est quand même là-dedans. C'est quand même très très noir. Imaginez l'adaptation cinématographique. Ah non. Mieux vaut pas. Non, je peux pas imaginer parce que à titre personnel, je suis une grande sensible et une grande trouillarde, donc je ne vais rarement au cinéma, je regarde jamais de films d'horreur et rarement de polar, rarement de thriller. Enfin, voilà, je peux voir des Walt Disney et des comédies, donc j'imagine pas, mais là où je trouve que c'est pas de l'horreur, c'est que, bon, d'abord, il n'y a pas de volonté gratuite, de faire de la violence pour la violence. Vraiment, tout va dans un sens, c'est pas juste de la description. Et je pense que finalement, je travaille pas entre guillemets le gore. J'ai pas d'affection pour ce genre de mise en scène que je supporterais pas. Donc je pourrais même pas l'écrire. Ça joue aussi. Donc l'horreur, non, je préférerais qu'on dise vraiment l'angoisse, la dureté. Je suis d'accord. Mais pas l'horreur, parce que beaucoup de choses sont suggérées simplement. C'est-à-dire, je lance des pistes, on voit les regards des personnages, on voit effectivement le malaise qui monte. Mais d'abord, il reste beaucoup de place pour l'imagination des lecteurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, comme elles sont suggérées simplement, qui vont permettre, en dehors du fait que le livre permet toujours qu'on se fasse son idée des personnages, de ce à quoi ils ressemblent, mais de ceux aussi à quoi, des situations dans lesquelles ils se mettent, et puis de ce qui peut leur passer par la tête parce qu'ils voient que ça tourne mal, parce qu'ils voient que là une porte se ferme, ou parce que le téléphone ne répond plus, ou quelque chose comme ça. Donc, horreur, ça me gêne. Bon. Je vais passer maintenant à Éric Giacometti et Jacques Ravenne pour ce règne des Illuminati. On vous connaît maintenant depuis un petit moment avec cette longue série mettant en scène le personnage de Marcasse, série à succès, à la fois en format, en poche et à l'étranger. Juste par curiosité, en combien de langues êtes-vous traduit ? 18. Et on aborde les États-Unis en octobre. Qui est le marché le plus difficile à avoir ? Non, parce qu'on a le réseau franc-maçon derrière nous, donc ça aide. Je ne peux pas trop vous en dire, vous comprendrez un peu. Une conspiration peut-être. Vous en avez trop dit déjà, je pense. Faites attention. Alors justement, vous avez donné une clé de cet univers. Pour ceux qui ne vous connaîtraient et qui ne vous connaîtraient pas, justement, et qui ne connaîtraient pas cette série, qui est Marcasse ? C'est mon co-auteur. Alors Antoine Marcasse, c'est un personnage de fiction, bien entendu, qui est commissaire de police. Jusque-là, c'est tout à fait respectable. Mais il a un grave défaut, en plus d'être fonctionnaire de l'État, il est franc-maçon. Alors vous imaginez, les deux ensemble, surtout dans la période actuelle, ça crée une personnalité un petit peu ambiguë, et qui donc va se trouver confronté avec des énigmes, des meurtres et des mystères à résoudre. Et la franc-maçonnerie va jouer un double rôle, à la fois un rôle d'aide, comme on l'attend évidemment dans les préjugés qu'on peut avoir sur la franc-maçonnerie, mais aussi parfois un petit rôle de ralentisseur ou de mystère. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est une personnalité parfaitement impliquée dans une micro-société, qui est la franc-maçonnerie, et qui va essayer, dans le monde que les francs-maçons appellent profane, de voir comment on confronte ces valeurs à la réalité. La confrontation, bien entendu, est très difficile. Mais tout à l'heure, je pensais à quelque chose, vous avez demandé à notre intervenante du début à partir de quelle idée elle a généré son livre. Elle a dit ses souvenirs. Et je me suis dit qu'avec le nombre de meurtres qu'on mettait dans nos bouquins, si je disais mes souvenirs comme réponse, je n'allais avoir du temps pour écrire en cellule. Alors,
comme je montre ce livre, Le règne des Illuminati, le dernier volet des aventures de Marcas. Vous avez donc évoqué la question de la franc-maçonnerie, mais à quel moment vous vous êtes dit, flic et franc-maçon, c'est peut-être un bon filon en tout cas c'est un bon prétexte à histoire? En fait, c'est très simple, on se connaît depuis l'âge de 16 ans. Il faut remettre dans le contexte. À 16 ans, on allait chercher le trésor du Graal à Montségur, on croyait à l'existence du trésor des Templiers, c'était pour nous quelque chose de réel. On a fait des campagnes de fouilles, on traçait des zodiaques et tout, on était complètement barré là-dessus, on y croyait, on assume totalement. Bon. On a évolué, on a grandi. Moi, je suis devenu journaliste et j'étais journaliste d'investigation. Jacques était prof. Dans un domaine qui n'a rien à voir en plus, notamment. Rien à voir, l'industrie pharmaceutique. Je me suis colté avec des grands labos et tout. Mais peu importe, j'avais gardé ça, cette idée de, voilà, ce fil de jeunesse. Et il se trouve qu'à un moment donné, j'ai enquêté sur les dérives de la franc-maçonnerie, sur les crapuleries de la franc-maçonnerie, en particulier sur la Côte d'Azur. Parce qu'il y en a eu. Sur la Côte d'Azur, il y a eu quand même quelques affaires croquignolesques. Et dans le même temps, mon co-auteur, qui lui est franc-maçon, lisait mes papiers dans le Parisien, me disait, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? On n'est pas tous des pourris. Il y a des francs-maçons intègres, et moi je le croyais pas trop. Je me disais, il me fait sa retape et tout. Et à un moment donné, on s'est confronté et tout, et on s'est dit, mais en fait, c'est extraordinaire, parce que est-ce qu'on pourrait joindre les deux? C'est-à-dire notre passion de jeunesse sur l'ésotérisme, qui est bien réel, et cette réalité sur la place du franc-maçon dans la société. C'est-à-dire que le franc-maçon, il a une face lumineuse et une face obscure. La face lumineuse, lui, il l'assume totalement, parce que c'est un type bien, il n'est pas impliqué dans des affaires de corruption, d'abus de biens social. C'est vrai, je vous rassure. Et moi, pour avoir vu l'autre face de la maçonnerie, on s'est dit, bon ben voilà, on va en faire un personnage de fiction. On avait fait un one-shot, et sincèrement, on a écrit le premier bouquin, Le Rituel de Londres, pour se faire plaisir, en disant, voilà, on fait un flic franc-maçon dans un univers ésotérique. Et deuxième élément aussi, c'est que nous, ce sont des histoires à tiroir. C'est-à-dire, pour être les choses très claires, dans la communauté littéraire, le thriller ésotérique a mauvaise presse. C'est vu de façon assez dédaigneuse parce qu'il y a eu l'affaire Dan Brown. Et Dan Brown a recréé un secteur dans le thriller ésotérique. Nous, on s'inscrit dans cette filiation, on n'en rougit pas, mais en revanche, ce qu'on apporte, c'est qu'en fait, on rentre dans nos bouquins dans un thriller ésotérique, mais très vite, on va ailleurs. Et c'est le fait d'aller ailleurs, de prendre nos lecteurs, on dit voilà, on va vous parler de franc-maçon, de Templiers, mais en fait, attention, on ne va pas vous parler que de ça. Et dans le dernier, dans le règne des Illuminati, l'idée, c'est de dire, voilà, on va vous parler des Illuminati, mais en fait, ce dont on va vous parler, c'est de ce qui se passe actuellement, du conspirationnisme ambiant, qui nous imprègne tous, des systèmes de flicage sur Internet, et on va partir de cet œil dans le triangle des Illuminati. Qui sont les Illuminati, justement? Rappelons-le. Alors, ça va être Jacques qui va vous en parler, puisque lui en est membre, ne l'oubliez pas, puisqu'il est franc-maçon. Bien sûr. Quand on a un co-auteur pareil, on n'a plus besoin d'ennemis. Il fait ça très bien. Non, les Illuminati, c'est quelque chose qui est très connu dans l'histoire. C'est tout simplement un groupe, on va dire, sociopolitique qui a émergé au XVIIIe siècle en Bavière, qui se voulait des universitaires, des étudiants, épris de la philosophie des Lumières et qui ont emprunté à la franc-maçonnerie le système des rituels, le système des grades, pour créer un mouvement subversif. En gros, leur fondateur, Adam Weishaupt, c'est un petit peu le Lénine de l'époque. À un certain moment, ça s'est su, et bien évidemment, ils ont été arrêtés, ils ont été inquiétés, ça s'est arrêté en Allemagne, et ensuite, bien sûr, la grande question est de savoir, la suspicion est de savoir si, par hasard, ce qui a disparu en Allemagne a ressurgi ailleurs. Lisez le bouquin, vous le saurez, bien sûr. Mais quand Jacques vous parle de ça, par exemple, Weishaupt son surnom, c'était Spartacus. Mettez-vous, à l'époque, 18e siècle, un groupe d'individus voulait mettre à bas la royauté, le clergé et le Vatican. C'était complètement subversif à l'époque. Il n'y avait pas eu la Révolution française. Quand ils ont été arrêtés, c'était un scandale dans toute l'Europe. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours des allers-retours entre l'histoire et le présent. En quoi ça résonne? Sinon, ce serait gratuit. Si on vous dit, voilà, vous lisez un thriller ésotérique pour savoir, le secret des Illuminati, c'est un secret qui va vous mettre en communication avec Dieu, pour nous, ça n'a aucun intérêt. Nous, ce qui nous intéresse, est-ce que ça résonne avec une problématique actuelle? Vous avez utilisé un mot il y a quelques instants, c'est le mot de conspiration. C'est quand même un concept formidable pour un romancier, ça. La conspiration, c'est une véritable nébuleuse à fiction et à imagination, non? Je pense que tout est conspiration. Si vous vous intéressez à l'histoire de la littérature policière, vous prenez quelqu'un comme John Buchan, qui était un grand maître. C'est un des premiers auteurs anglais. C'est un auteur extraordinaire. Il a écrit les 39 marches. Il y avait tous les ingrédients. La société secrète, le héros qui est seul face à une société secrète, etc. Mais une conspiration, ça commence à 3 personnes. 3 personnes qui
conspire pour assassiner quelqu'un, c'est une conspiration, c'est pas une société secrète, c'est autre chose. Et nous, notre moteur, c'est pas la conspiration, contrairement à ce qu'on peut croire. La conspiration, c'est un des ingrédients de ces univers. Je vais vous dire, le fondement même de ces histoires pour nous, et ce qui nous différencie peut-être d'un polar plus social, plus réaliste, c'est que nous, c'est l'île au trésor, en gros. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un secret à découvrir. La conspiration, c'est ce qui va empêcher de découvrir le secret, mais à la base, nous, c'est Stevenson. Alors que, je pense que pour les auteurs de polar, et que j'ai lus particulièrement, qui sont présents à cette table, il y a aussi une volonté de décrire le réel, de décrire des problèmes contemporains, et surtout de mettre en lumière des choses qui ne sont pas forcément révélées au grand public. Et c'est pour ça que j'étais très attentif à l'histoire de l'atmosphère et tout, parce que c'est un révélateur pour moi dans une catégorie de polar. Nous, c'est un peu autre chose. On serait un peu des cousins éloignés. Et je n'y mets aucun jugement de valeur là-dedans. Je crois que l'un de vous, peut-être les deux, je ne me souviens plus de mes notes, c'est un bug de fin de journée, comme on dit, appartenait à la Ligue de l'Imaginaire, me semble-t-il. Les deux, on a fondé ça avec d'autres auteurs de thrillers. Non, mais c'est juste parfois fantastique, de thriller fantastique. Non, mais alors là, pour le coup, c'est juste une bande de potes, on boit des coups et voilà, on n'a aucune volonté de révolutionner l'univers littéraire. C'est un prétexte, c'est ça. C'est un prétexte, voilà, franchement, il faut savoir raison garder sur ce genre de choses et ne pas non plus. En France, vous avez quelque chose qui est extraordinaire, c'est que d'abord les auteurs ne se regroupent pas entre eux souvent. Ce sont des gens très isolés et dans certains domaines, en gros, vous avez des affinités qui se créent. Et là, des affinités se sont créées, mais ça n'a pas plus de valeur que ça, je pense. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question, Éric Giacometti et Jacques Raven. Quand on est un couple d'écrivains, comment on se partage le travail, tout simplement, en tout cas de votre côté? Est-ce qu'il y en a un qui s'occupe plutôt de la structure, l'autre plutôt de la rédaction? Est-ce que chacun écrit un chapitre? Est-ce qu'on échange? Comment ça marche, votre couple littéraire, notre j'entends. Bah écoutez, je fais tout et puis il signe. Hein. C'est quand même fondamentalement ça. Je m'étonne même que vous posiez la question. Non, très sérieusement, un livre de 500 pages qui se passe sur deux époques différentes, qui va parler à la fois de l'assassinat de Kennedy, qui va faire des liens avec la Révolution française, qui essaie d'entrer en résonance avec son époque, justement sur le motif de la conspiration qui est très présent dans la jeunesse, et en particulier la jeunesse des banlieues. Il est évident que ça demande un travail déjà préparatoire assez important. Donc on a à peu près 3 mois de travail préparatoire sur lequel on prend des notes. On vérifie aussi grandement les informations, parce que Wikipédia n'est pas la solution de toute chose, ça il faut un petit peu le redire et le redire. Et une fois qu'on a la doc, une fois qu'on a l'intrigue, une fois qu'on est convaincu, et là c'est un aller-retour, que cette intrigue est bonne, on fait le plan. Et on fait un plan extrêmement détaillé, hein. Il y a plusieurs dizaines de chapitres dans nos bouquins. Sur chaque chapitre, c'est où, quand, comment, qui, pourquoi. Et ça, on ne peut pas s'en passer. Et plus vous avancez, en fait, plus les gens croient que c'est facile, parce que vous êtes en 9e bouquin et que ça marche bien, mais en fait, ça devient chaque fois de plus en plus compliqué, parce que le polar, comme le thriller, obéissent à des codes, peut-être le polar un peu moins parfois, c'est vrai, puisqu'il y a ce mélange qui s'opère, mais chaque fois, il faut respecter le code et bien sûr transgresser, c'est ça la règle du transgresser le code pour apporter quelque chose, comme disait Baudelaire, quelque chose de neuf. Et quand on a fait ce plan, Éric prend la partie contemporaine, bon, il est journaliste, donc il a plus d'acquaintance à ces époques. Moi, je vis en plein milieu du XIXe siècle depuis ma naissance, donc je prends les parties historiques, qui est plus dans ma spécialité. Nous écrivons chacun 2-3 chapitres, et ensuite nous échangeons les chapitres, et nous procédons à une réécriture. Pourquoi ? Parce que comme dans nos bouquins, il y a une alternance d'un chapitre contemporain avec un chapitre historique. Donc à partir de là, il ne faut pas qu'il y ait de différence de tonalité de phrases. Donc mon co-auteur n'aime pas les adjectifs, je lui en rajoute. Moi j'aime beaucoup trop les adjectifs, je me prends pour Flaubert, et lui me les coupe. Voilà comment ça fonctionne. Alors, Dominique Sylvain, vous, avant qu'on évoque votre dernier ouvrage, Ombres et Soleil, est-ce que vous travaillez avec un plan, tout d'abord, parce qu'on ne dira jamais à quel point très souvent, pas toujours mais très souvent, un polar est une intrigue imparable. Est-ce que vous travaillez d'abord sur plan et vous rédigez, ou est-ce que vous gardez une liberté, celle du fil de la plume? Je dirais les deux. Au début de ma carrière, parce que ça fait une vingtaine d'années que j'écris, j'étais peut-être un peu plus apeurée et j'avais besoin d'un plan totalement précis et je le suivais très rigoureusement. Et avec les années qui passent, bon, j'ai toujours besoin d'un plan, ça c'est sûr, parce que le polar c'est quand même une mécanique, il y a un suspense à mettre en place, donc je ne peux pas voir au-delà d'une certaine limite.
Donc je suis obligée quand j'écris, je veux dire, donc je suis vraiment obligée de travailler, de faire un plan pour avoir une sorte de quelque chose à quoi m'agripper, parce que j'ai toujours un peu peur en fait avant de me lancer. Et puis après, il y a le moment de l'écriture, et là, tout peut arriver, c'est-à-dire il y a certains personnages qui vont se révéler beaucoup plus intéressants que ce qu'on aurait envisagé, d'autres qui au contraire vont se révéler plutôt falons, on va carrément les éliminer. Et puis, les liens qui vont se tisser entre les personnages sont très 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 importants et vont générer des choses. Il y a une logique qui va se mettre en place. Il y a des éléments des routes qu'on va devoir suivre parce qu'elles vont nous apparaître à ce moment-là. Et là, il y aura automatiquement des changements qui vont intervenir dans le plan. Donc moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de la structure du plan pour pouvoir me lancer dans l'histoire. Et après, il y a l'aventure de l'écriture. Il y a ce côté très physique de l'écriture, très, très mystérieux, ça nous fait travailler le cerveau d'une certaine manière. Ça commence à s'ouvrir. On voit des choses qu'on n'avait pas envisagées. Et les transformations viennent d'elles-mêmes. Et je pense qu'en plus, il faut qu'il y ait des surprises. Parce que si on travaillait que de manière mécanique, en suivant trop rigoureusement le plan, on passerait à côté de tous ces éléments étranges, toutes ces émotions. On ne savait pas qu'elles habitaient en nous et qu'on allait vouloir les transmettre. Et ça passe vraiment par le moment très bizarre et très spécial de l'écriture. Alors, votre dernier roman s'ancre dans une série avec des héroïnes récurrentes. Justement, à chaque fois que vous vous lancez dans un nouvel opus, un nouvel épisode de vos héroïnes, est-ce que vous remettez le compteur à zéro ou vous prenez en compte l'histoire de celle-ci ? Malheureusement, je suis obligée de prendre en compte leur histoire. On n'est pas libre quand on crée une série. On arrive avec des personnages qui ont leurs caractéristiques, leur lieu géographique, le lieu où elles vivent, leurs envies, leurs dégoûts, leur sale caractère, leurs bons côtés, et même leur façon de s'exprimer. Chaque personnage va avoir un vocabulaire particulier. Et là, en l'occurrence, les deux personnages principaux. L'une est Lola est une commissaire à la retraite qui a quitté le métier parce qu'en fait, elle a perdu son adjoint dans des circonstances dramatiques. Donc, dégoûtée du boulot de flic, elle s'est arrêtée quelque temps avant la retraite. Et au début de la série, elle vit comme une ours chez elle, en buvant du Porto, en faisant des puzzles. Bon, elle a un peu perdu ses mamies et ses pantoufles, avec que des vieux et moches souvenirs en tête. Et puis, elle débarque dans sa vie une jeune femme solaire, donc qui est Ingrid Diesel, qui est une Américaine qui a beaucoup bourlingué, qui a décidé de se fixer à Paris. Qui parle français très bien, mais qui a une fâcheuse tendance à vouloir réinventer le français, qui est une fille un peu directe, énergique, et donc elle vient chercher Lola au début de leurs aventures parce qu'elles ont un ami commun qui est accusé injustement d'un meurtre, et donc Ingrid vient sortir Lola de son marasme, mais à partir de là, elle crée une amitié improbable, et elles deviennent une sorte de duo de détectives amateurs, parce qu'en fait elles sont plutôt là à enquiquiner la police, ce ne sont pas des officiels, mais en même temps elles sont efficaces parce que Lola, étant une ancienne commissaire de police, elle a toujours ses indicateurs, elle a toujours des gens qui l'aident dans la grande maison, elle a une technique, et donc c'est des amateurs mais efficaces. Et donc chaque fois que je commence un roman dans cette série, il y en a quand même 6, je suis obligée de tenir compte de ça. Et en fait, je ne dis pas que le roman s'écrit tout seul, mais il y a une tonalité qui se met en place, les dialogues. Et en plus, dès le départ, cette série, c'était une volonté de mélanger le polar et la comédie. Donc là, je suis dans le registre de la noirceur, mais aussi de la rigolade. Mais comme je le disais, c'est un problème pour moi, et là, j'ai arrêté. Celui-là, c'est le dernier. J'ai pris la décision d'arrêter la série. Parce que ça fait 20 ans, et j'ai envie de faire autre chose que d'écrire des séries. Parce que j'ai des idées qui me viennent, et si elles ne collent pas avec mes personnages, je ne peux pas les traiter. Donc en fait, je me suis dit, maintenant, si je sens qu'un sujet me taraude, il faut que je le traite. Est-ce que quand on travaille dans une série telle que celle-ci, on a l'impression à chaque fois d'avoir inventé des codes et de devoir jouer avec ceux-ci pour ne pas décevoir le lecteur qui a pu aimer les précédents épisodes? Bah oui, c'est un vrai souci. Et donc, à chaque fois, c'est un boulot de préparation très, très important. Et j'avais l'impression à chaque fois, non pas de réapprendre à écrire, mais presque. Déjà parce qu'au départ, il y a dans celui-là particulièrement, qui est en fait un roman sur la fidélité.
C'est-à-dire notamment la fidélité à un grand homme. C'est-à-dire que j'ai mis en scène dans ce roman Sénéchal, qui est un communicant de la politique, qui est un type qui vit dans l'ombre du pouvoir, qui a été celui qui a fait élire, arriver au pouvoir, le président de la République. Et donc je devais mettre en scène un communicant politique et je n'y connaissais rien, donc il a vraiment fallu que je me documente. Et il y a tout ce travail aussi où il s'agit de lire des bouquins, de s'imprégner du travail, du métier, des circonstances de vie des personnages pour les rendre réalistes. Alors justement, au commencement, Très souvent un polar était un meurtre. Quel est-il, celui qui est vraiment le point de départ et qui va provoquer l'action, l'investigation de ce nouveau roman? Il y a deux événements forts. Le premier événement, c'est en fait la mort de l'ancien patron de la criminelle, qui avait fait vraiment du dégât avant de s'enfuir, de disparaître dans la nature. Et on retrouve son squelette, oui, il est vraiment à l'état de squelette, parce qu'on le retrouve en Afrique, à Abidjan, sur un chantier désaffecté, avec une balle dans la tête. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, les recherches balistiques permettent de prouver qu'en fait cette balle a été tirée avec le pistolet de service d'un des hommes donc du grand patron de la criminelle. Et il se trouve que cet homme, ce commandant de la criminelle, est un ami de Lola. Et elle ne peut pas croire à sa culpabilité. Il aurait des raisons de descendre son patron, parce que son patron lui a fait un coup épouvantable. Mais elle n'arrive pas à croire que cet homme ait pu faire ça. Donc elle va se mobiliser par fidélité pour lui. Et il y a un deuxième gros événement, et là je me suis inspirée en fait de l'affaire Karachi. J'ai vraiment regardé tout ce qui s'était passé et j'ai essayé de trouver un événement, un attentat aussi fort, mais aussi plausible, qui ait un rapport avec l'industrie de l'armement et avec le monde politique. Et donc il y a ce meurtre d'un individu et en même temps cet attentat qui a causé la mort à une quinzaine de Français. Ça, c'est les deux éléments forts, la diagonale qui est tracée dans ce polar. Est-ce que vous considérez que c'est un roman, en tout cas pour parti politique? Non, parce qu'en fait, je n'aime pas du tout les polars politiques, par goût. Je me suis fait une grande revue de presse sur certains volets, c'est quelque chose qui revient. Ne serait-ce pas à cause de l'image de votre éditeur, peut-être, on ne sait jamais. Non, mais moi j'aime bien tout essayer. En fait, j'ai déjà essayé d'écrire un thriller, j'ai écrit des romans noirs, j'ai écrit un roman où j'ai détourné les codes du polar dans l'absence de Locke, c'est-à-dire qu'au lieu de situer l'intrigue dans un milieu très urbain, qui est le milieu classique du polar, très sombre, j'ai pensé à la leçon d'Hitchcock qui en fait inversait dans un de ses films les codes, et donc je me suis dit, je vais faire dérouler ce polar dans les parcs et jardins, dans un univers printanier avec le thème du regain. C'était quelque chose, je pense, de particulier par rapport au monde habituel du polar. Donc moi j'aime bien faire des expériences, et là en l'occurrence j'avais pas du tout envie d'écrire un polar politique, déjà parce que j'ai horreur d'imposer mon point de vue aux gens. Je trouve que les polars politiques c'est insupportable parce que c'est une façon de penser à notre place. Et moi, j'ai pas besoin qu'on passe à ma place, et puis vous non plus, je suppose. Enfin, je trouve que la politique est passionnante, mais je trouve que ça n'est qu'un des éléments. La littérature est bien plus intéressante parce qu'elle englobe tout. Et c'est ça, je pense que se réduire à un élément et vouloir être démonstratif, il vaut mieux écrire un essai politique, c'est bien plus intéressant. Et donc non, j'écrirai jamais un polar politique de ma vie. En revanche, j'ai voulu prendre un thème politique parce que j'avais envie d'un thème qui est autant d'envergure qu'une tragédie grecque. Donc je suis allée chercher ça dans la modernité actuelle, en fait dans les histoires de pouvoir, dans l'histoire de la fidélité d'un homme à un ancien président de la République mort, et jusqu'où peut aller cette fidélité, jusqu'à quel degré de trahison on peut aller par fidélité. C'est ça qui m'intéressait. Alors je vais passer maintenant à Marie Devoy, dont on peut lire le nouveau roman, Van Gogh et ses juges. Et il y a une question qui s'impose immédiatement avec vous. Marie Devoy, est-ce que vous avez un problème avec la magistrature? Aucun problème avec la magistrature, ayant été magistrate pendant des années. Donc, c'est pas un problème. Je crois que c'est invité, au contraire, pour avoir rencontré beaucoup d'entre vous, certainement, qui ne comprennent pas toujours comment fonctionne un tribunal. J'ai pensé que un roman policier était une façon de faire rentrer
n'importe quel lecteur dans un monde qui peut lui être inconnu. Alors, effectivement, c'est pas vraiment un problème. J'ai des choses à dire sur la justice. Et on peut choisir l'essai, on peut choisir des critiques. Certains collègues écrivent et relatent des affaires dont ils ont eu à connaître. Moi, j'ai choisi le parti de la fiction parce que c'était aussi le parti de la liberté totale. J'ai traité un peu, bon, cette affaire, c'est une série de meurtres. Quand c'est pas innocent de me demander si j'ai un problème avec la justice, puisque toutes les victimes de ces meurtres sont des magistrats. Alors, ce sont des magistrats qui sont intervenus, on le verra, à différents moments des affaires. Il y a différents rôles. Quand on rentre dans un tribunal, les meurtres, en tout cas. Les meurtres sont localisés. On commence à Paris et puis on va s'en aller en province. Il faut savoir qu'un magistrat, quand il fait une carrière, il ne va pas faire toute sa carrière au même endroit. Et que des magistrats qui sont partis et qu'on retrouve à différents endroits, vont pouvoir avoir une intervention sur un même dossier. Donc, si vous voulez, j'ai pris le parti de traiter ces assassinats de juges, parce qu'il s'agit bien d'assassinats avec préméditation, les traiter comme j'aurais traité un dossier qui serait arrivé au tribunal sur mon bureau, sauf que avec la même rigueur, sauf que là, je suis le maître, c'est moi qui distribue les indices. Quand on retrouve les mêmes petits morceaux, parce que Van Gogh et ses juges pensons peinture, la collection c'est une collection art noir, donc c'est le fil rouge de la collection, ce sont des polars ou des intrigues à partir d'œuvres d'art. Quand on retrouve les mêmes petits morceaux de peinture sur les corps des magistrats qui sont assassinés ici et là, eh bien, en tant qu'enquêteur, mais les enquêteurs ne sont pas magistrats. C'est un commandant de police du 36e des Orfèvres, Fred Andersen, et un commissaire de police spécialisé dans les œuvres d'art. Et si je les fais travailler aussi, c'est parce qu'ils travaillent bien sûr en amont du travail du magistrat, et que ça va être à eux de débrouiller, de trouver quel est le lien entre ces magistrats assassinés, ces morceaux d'écailles de peinture sur les corps, et puis pour aboutir à peut-être là mon regard, la lenteur de la justice. Si j'ai rien à régler avec la justice, juste des choses à dénoncer, des questions à poser. Est-ce que les lenteurs actuelles de la justice, par manque de moyens des magistrats, ne peuvent pas amener à former justement des assassins ou des personnes qui, peut-être pas en allant jusqu'à l'assassinat, mais vont commettre des infractions parce qu'elles se sentent victimes de l'injustice de la justice. Jusqu'à quel point votre expérience et vraiment votre connaissance du milieu de la justice, cette connaissance s'est appliquée, j'allais dire, dans les faits et dans les anecdotes de votre roman? Alors, bon, quand je dis qu'un magistrat du parquet, j'étais magistrat du parquet, quand je dis que effectivement il faudrait des lipicots parce qu'on est de permanence jour-nuit, le fonctionnement de la justice, c'est ça, hein, c'est 24 heures sur 24, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de fête, c'est pas toujours les mêmes personnes, mais il y a une succession pour que la justice se rende à tout moment. Tout cela, effectivement, c'est une expérience, l'expérience de l'audience, l'expérience de la crainte du magistrat de rater quelque chose. Parce que quand on a des piles comme ça de dossiers sur les bureaux, croyez-moi, avant de prendre une décision, on se dit, mais en face de moi, j'ai des êtres humains qui attendent que l'on rende une décision juste. Quand on est au parquet, on ne juge pas, on ne rend pas de jugement. C'est le magistrat du siège. Vous imaginez une salle d'audience. Là, vous avez les magistrats du siège. Le magistrat du parquet va être là-bas. Il va se lever pour prendre des réquisitions, demander l'application de la peine. Mais il est aussi au tout début d'une affaire. Quand la police ou la gendarmerie signale un fait qui vient de se produire, c'est au magistrat du parquet de dire s'il pense que le fait qui a été commis constitue ou non une infraction. S'il juge que ce fait ne constitue pas une infraction, il va classer l'affaire sans suite. S'il juge en effet que l'affaire constitue une infraction, il va l'envoyer, faire poursuivre l'enquête et l'envoyer devant le tribunal pour y être jugé. Donc il y a aussi, c'est un livre sur aussi l'empathie,
une sorte d'empathie pour le criminel. On parlait d'empathie en début de comparaison entre polar et thriller, une certaine empathie pour le criminel. Si effectivement nous sommes créateurs, nous provoquons des injustices, à nous de trouver une façon de les régler. Quand on parle, moi je poserais bien une question, vous avez tous entendu parler de l'affaire Fabrice Burgot, et tout le monde se dit, cet homme-là, on l'a visé, ce juge. Quand on compte bien, il y a une bonne quinzaine de personnes qui ont eu à dire, oui, ce qu'a dit Patrice Burgot ou ce qu'il a fait, il a bien fait, puisque les avocats ont demandé que soient prises des décisions contraires au placement en détention provisoire. Bon, c'est cela, dans un tribunal, tous les petits maillons de la chaîne sont importants pour prendre la décision finale. Enfin, la justice est aussi une question de langue, une question d'écriture. Or, quand vous avez écrit Van Gogh et ses juges, y a-t-il à votre avis des liens dans votre manière d'écrire entre, disons, une décision juridique et, disons, ce versant plus romanesque et cette écriture romanesque? Ou est-ce complètement opposé? Je pense que c'est complètement opposé parce que j'ai entendu parler des adjectifs tout à l'heure, de la richesse du langage. Quand on fait une synthèse judiciaire, on essaye vraiment d'être synthétique, d'aller vraiment vers le fait. Et on va être amené, si on veut colorer un peu, par exemple, une altercation entre deux personnes, on va ouvrir les guillemets et citer les paroles qui ont été prononcées pour justement ne pas fausser le jugement. Alors il y a peut-être la rigueur de l'écoute, oui, peut-être, bon, c'est au lecteur de juger. D'en juger. C'est le cas de le dire, d'en juger. D'en juger. Alors, il nous reste quelques minutes. La parole est à vous. Si vous avez quelques questions à poser ou des remarques à faire, n'hésitez pas. Nos invités sont là encore pour quelques instants. Monsieur, devant. Est-ce que les livres d'Agatha Christie, le personnage d'Hercule Poirot, sont considérés comme un roman noir ou un thriller? Hercule Poirot, alors. Alors, ça me rappelle en 1925, quand je lis... Non, excusez-moi, mais je crois que Hercule Poirot, c'est le crime detective. C'est vraiment pour aller, on va dire, par opposition, je peux dire des bêtises, mais par opposition des bouquins comme de Chandler ou d'Achille Hammett. Là, vous devez résoudre une énigme dans un milieu généralement de la haute bourgeoisie, avec des codes, et à la fin, vous découvrez le coupable, et voilà. Bon. Donc là, on serait plutôt dans le crime detective, alors que si vous lisez du Chandler ou du Hammett, vous êtes dans la description d'une corruption de la société, et là, vous êtes vraiment dans du noir pur. Donc pour moi, l'Agatha Christie, c'est pas du noir, c'est résoudre des énigmes. Mais je peux me tromper. Merci. D'autres réactions, d'autres questions? Non? Bon, bien, vous allez pouvoir retrouver les auteurs devant leur table de dédicace. Si vous avez envie d'un bon polar ou d'un bon thriller, je ne vais pas relancer le débat. Éric Giacometti et Jacques Raven avec Ce règne des Illuminati, plein de poches aussi, comme La Croix des Assassins et beaucoup d'autres encore. Dominique Sylvain avec Ombres et Soleils. Et encore une fois, d'autres livres. Ça, c'est chez Vivienne Lamy. Marie Devoix avec Van Gogh et ses juges dans la collection Art Noir chez Cohen et Cohen. Et enfin, les deux livres de Sandrine Colette, notamment Un vent de cendre. Merci beaucoup à vous.